Bonjour à tous, nous nous retrouvons avec plaisir pour cette édition à mi-année des perspectives organisée par Natixis Investment Manager. Donc bien sûr, vous pouvez poser vos questions à tout moment via le chat en bas à droite de votre écran. Cette émission se veut interactive, donc surtout n'hésitez pas. Donc inflation persistante, politique monétaire restrictive, des banques centrales, ralentissement de la croissance, voire récession, déception également du côté de la Chine, bref, un changement de paradigme et de nouvelles règles donc, se sont imposées sur l'échiquier économique. Comment les maîtriser ? Quelles orientations donner à vos investissements ? C'est ce dont nous allons débattre pendant plus d'une heure ensemble. C'est parti. Donc changement de paradigme, je le disais, nouvelles règles, l'enjeu est de taille, mais les intervenants autour de cette table sont prêts à relever le défi. Donc vous ne les découvrez pas vraiment puisque vous pouvez les suivre régulièrement sur le site internet Mon Épargne et moi. Je vais néanmoins faire les présentations et je vais commencer par Hervé Guez. Donc vous êtes directeur des gestions Actions Taux et Solidaires de Mirova. Bonjour Hervé. Bonjour. Donc, à ses côtés, Jean-Jacques Freeman. Bonjour. Donc, vous êtes directeur des investissements chez Vega IM. Bonjour. Bonjour. Enfin, à ma gauche, Arnaud Bishop, gérant de portefeuille. Bonjour. Chez Thematics AM. Bonjour Arnaud. Donc, enfin, Axel Bott. Vous êtes directeur de la stratégie marché chez Ostrom AM. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Pierre Barral, responsable de la gestion multi-asset chez Natixis IM Solutions. Bonjour Pierre. Bonjour Caroline. Donc, bienvenue à tous. Donc, vous connaissez le début de ces perspectives, une question rituelle. Donc, pour commencer, quels indicateurs, quels enjeux pour ce semestre ? Et je vais commencer par vous, Arnaud. Alors, oui. En quelques mots. Bonjour à tous, donc je vais essayer d'être rapide, je vais malheureusement pas être très original. Pour moi, le deuxième semestre, le facteur principal à contrôler, à surveiller, c'est l'inflation. Non seulement parce que ça peut clairement avoir des effets sur les taux, mais en comprenant aussi finalement les drivers de l'évolution de l'inflation, ça peut nous donner des indications pour des investisseurs fondamentaux comme nous sur la perspective et je dirais la direction des marges des entreprises dans lesquelles on investit. Très bien. Jean-Jacques ? Pour faire le lien, plus exactement le discours, je dirais le discours, un peu la rhétorique des banques centrales justement par rapport à l'inflation, il y a des changements. On voit que notamment sur la croissance US, ça se tient, qu'il y a un décalage par contre entre États-Unis et Europe. Et donc ça sera tout le discours de l'inflation et tout le discours surtout des banques centrales pour essayer de calmer les ardeurs des investisseurs qui voudraient peut-être anticiper un peu plus rapidement un changement et une baisse des taux. Très bien. Hervé ? Oui, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc, pour faire très court, normalisation, pas normalisation, va être un peu le sujet de ce S2 sur la question de l'inflation, des politiques des banques centrales. Et voilà, est-ce qu'on arrive à un point d'équilibre ? C'est le point surveillé sur le second semestre. D'accord. Axel, vous êtes dans la même mouvance ? Il y a un gros consensus sur le fait que ce qui va régir les marchés sur la deuxième moitié de l'année, c'est effectivement comment on est en capacité de résister à cette nouvelle salve de hausse des taux, qui peut-être n'était pas forcément anticipée il y a encore quelques semaines. On a eu plusieurs banques centrales comme ça qui ont commencé à durcir le ton. Et puis les politiques quantitatives qui vont s'accélérer aussi, donc ça va réduire l'excédent de liquidité dans le système. Et les marchés fonctionnent en général un petit peu moins bien avec moins de liquidité. C'est sûr. Pierre ? Consensus aussi ? Oui, consensus également. Dans le gros point qui nous intéresse beaucoup, mais qui intéresse tout le monde évidemment, c'est à quel moment, dans ce second semestre, les banques centrales vont commencer, et notamment la Fed, à pouvoir changer le discours, mais dans la parole, pour indiquer quand est-ce qu'elles seront suffisamment à l'aise pour commencer à avoir un discours un petit peu plus accommodant, ce qui n'est pas le cas du tout pour le moment, et qui est lié à la forte inertie de la croissance et de l'inflation dont on parlait à l'instant. Donc aussi une question de timing. Voilà. En tout cas, merci à tous de ce premier tour d'horizon. Donc, je le disais, nous allons être près d'une heure ensemble. On va développer tous ces sujets. Donc, sans plus attendre, j'ouvre notre première table ronde. C'est parti. Donc, l'allocation d'actifs pour les 6 prochains mois. Mais avant de regarder sur les 6 prochains mois, peut-être ce sera intéressant de faire un petit retour en arrière sur ce premier semestre qui vient de se dérouler. Est-ce que ce qu'on avait prédit lors des perspectives de début année s'est vraiment déroulé ? Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement ce que l'on s'était dit en janvier ? Vous étiez assez optimiste. Et est-ce que ce que vous aviez prédit, pas prédit, mais en tout cas anticipé, s'est vraiment passé ? C'est vrai qu'on avait un discours très
positif et constructif. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement ce qui reste encore d'actualité et ce qui a changé. Alors, une des raisons, c'était simplement la valorisation qui était extrêmement basse. Et ça, ça a changé. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, le marché n'avait pas du tout pris en compte les très bons résultats, finalement, de l'année dernière et la baisse des marchés. C'est-à-dire qu'en gros, des résultats qui prennent 15-20%, un marché qui perd 10%, parce qu'il y avait des économistes qui anticipaient une récession profonde cette année, le fait que les marges ne tiendraient pas et donc ne prenaient pas ces éléments favorables en compte. Et donc la simple prise en compte de ces éléments pouvait constituer une hausse. Ça y est, elle a eu lieu. La hausse de 30%, c'est le rattrapage, mais peut-être le point à signaler, c'est que on est juste revenu à un niveau moyen de valorisation. On n'est pas surévalué. Mais avant, c'était très peu cher. Maintenant, on est simplement à des niveaux moyens. Il y avait la question sur la Chine aussi, qui était un soutien. Ça, on voit que ça cale un petit peu, c'est plus discutable. Et puis, sur le sujet de l'inflation, il y avait au moins quelque chose de clair, c'était que l'effet de base était extrêmement positif pour les matières premières, et donc on allait vraiment avoir un effet très favorable, en gros une inflation qui passe de 9 à 4, je ne vais pas dire facilement, mais au moins on pouvait anticiper ça, et qu'on allait rentrer un peu dans le dur aujourd'hui, et c'est le cas. Le seul élément positif qui reste encore du côté inflation, c'est l'aspect loyer, la prise en compte des loyers, qui est une composante forte dans l'inflation américaine. Et donc là, il y a encore une marge finalement d'amélioration. Donc on peut tendre vers 3, mais ensuite on voit bien qu'il y a un noyau dur avec un changement sur le marché de l'emploi qui reste infranchissable. C'est ça, donc il y a quand même une inflation qui est persistante. Voilà. Et qui ne va pas peut-être évoluer si rapidement que ça, en tout cas à la baisse. D'ailleurs, on peut peut-être même avoir finalement les prochains chiffres qui soient les meilleurs et ensuite une incapacité de baisser au-delà et peut-être même s'il y avait une reprise du pétrole, etc., quelque chose qui a montré un peu. Mais il reste des éléments quand même, je trouve, favorables. Alors, on n'aura pas les mêmes perspectives, mais il y a quand même des perspectives ouvertes par le fait que sur la croissance, on a vraiment la confirmation du consommateur. Alors c'est surtout vrai pour le consommateur américain, parce que finalement toute l'épargne, le truc, si je peux dire entre guillemets, c'est toute l'épargne accumulée par les consommateurs pendant cette période finalement de Covid, qui a fait qu'aux États-Unis, aux États-Unis, ils ont utilisé cette épargne, alors qu'il y avait une perte de pouvoir d'achat, il y avait une inflation à 9, des salaires qui augmentaient à 5. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a même un relais qui peut se faire parce qu'il y a un pouvoir d'achat qui revient, avec une inflation qui va tomber vers les 4, 3, et des hausses de salaire avec un peu des effets de second tour qui sont dans les 4,5, quoi. Donc il y a un relais aussi de ce côté-là, ça tient. Et puis moi, il y avait toujours un élément, et on l'avait un peu signalé à ce moment-là, c'était l'extrême pessimisme des marchés. Et donc, on sait toujours que un marché haussier, ça naît dans le plus grand des pessimismes. Et voilà, ça prospère ensuite, c'est les adages célèbres des boursiers. Ça meurt dans l'euphorie. Et on n'est pas encore dans l'euphorie. On bascule du scepticisme à peut-être un certain optimisme. Et donc, il y a encore ces éléments-là qui portent le marché avec un phénomène, peut-être on discutera, mais la question à se poser, c'est lorsqu'il y a une stabilisation longue des taux courts, ce qu'on anticipe quand même, on n'anticipe pas une rebaisse, comment se comportent les marchés à ce moment-là. Voilà, donc il y a quand même cette notion de timing que j'ai entendue aussi en introduction. Pierre, pour vous, si on reprend cet aspect rétroviseur, est-ce que ce que vous aviez anticipé s'est également passé sur ces 6 premiers mois ? Alors oui, ce qu'on disait en effet la dernière fois, c'est que 2023 serait l'année du marché obligataire. On l'avait très clairement identifié, mais on s'attendait forcément à un premier semestre plus compliqué sur l'obligataire, toujours compliqué sur l'obligataire en tout cas. On a eu alors une hausse des taux longs, qui s'est poursuivi jusqu'au mois de mars, avec des taux longs notamment en Europe qui sont montés sur des niveaux relativement importants, autour de 75%. Et puis ça s'est stabilisé depuis ce moment-là. Le gros phénomène en fait qui est intéressant de noter, c'est l'inversion des courbes de taux. Quand on parle d'inversion des courbes de taux, c'est-à-dire qu'on a des taux de longue maturité qui sont très inférieurs au taux de plus courte maturité, ce qui est une situation assez anormale et qui est totalement liée en fait avec ce qui se passe sur ce qu'on vient de décrire, notamment sur l'inflation cœur. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui était plutôt dans nos prévisions. Ce qui nous a un peu plus surpris l'an dernier, en tout cas sur ce premier semestre, c'est la vigueur du marché des actions. On a eu depuis septembre dernier un rallye action d'à peu près 35%, qui a été très bien décrit, notamment du fait d'un pessimisme très fort de la part des investisseurs qui n'étaient pas investis sur ce marché. Donc un marché non investi est un marché qui évidemment surprend à la hausse. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les taux longs sont en train de se stabiliser. Donc c'est la deuxième phase, c'est le plateau.
Nous n'anticipons pas que ces taux longs puissent monter beaucoup plus haut pour le moment en tout cas. Mais voilà, on est dans cette deuxième phase après la première phase de hausse importante sur les taux obligataires. Alors justement, si on se projette sur cette deuxième phase, aujourd'hui, est-ce que les indicateurs, donc on a vu le relais par rapport aux consommateurs, on peut parler des indicateurs avancés, est-ce qu'ils commencent à décliner ou il y a toujours cette vigueur contre laquelle, notamment les banques centrales, et on en reparlera, souhaitent lutter? La grande surprise, c'est l'inertie importante sur la croissance. C'est-à-dire que l'ensemble des économistes, en tout cas un grand nombre, s'attendaient à une croissance qui ralentisse plus tôt dans le cycle. Aujourd'hui, on est encore sur une croissance qui montre une certaine vigueur, même si les chiffres et les indicateurs avancés, ça y est, commencent à quand on parle d'indicateurs avancés, peut-être repréciser un petit peu quels sont-ils? Alors là je fais allusion par exemple au PMI, les derniers PMI qui sont sortis, qui sont des sondages sur le directeur d'achat, qui eux ont une vision à 6 mois sur leur carnet de commandes, et donc ça c'est un des seuls indicateurs très avancés qui est assez fiable en général. Voilà, donc ces indicateurs-là sont en train de se retourner assez sensiblement. Voilà, sinon on a toujours cette croissance du PIB qui, quand on la regarde en nominal, reste finalement assez forte, du fait d'une inflation cœur qui est encore forte, même si l'inflation globale a beaucoup baissé, et un consommateur qui pour l'instant n'a pas complètement flanché. Pourquoi aussi? Parce que les niveaux d'emploi sont toujours très très vigoureux. Les banques centrales, surtout aux États-Unis, ont pas mal de difficultés à refroidir en fait ce marché de l'emploi, qui explique que le consommateur, même s'il a aux États-Unis consommé beaucoup de cette épargne, reste très positif encore, en tout cas, et continue à consommer de manière assez importante. Du coup, toujours cette dynamique de croissance. Donc, on parle justement des banques centrales. On anticipait quand même un premier plateau en termes de remontée des taux directeurs en mars pour la Banque centrale américaine, un petit peu plus tard pour effectivement la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, quand on écoute Christine Lagarde, elle a déjà, on vient d'avoir des taux directeurs qui augmentent en juin. Elle annonce également une augmentation en juillet. Donc en fait, ce plateau, c'est pareil, est décalé dans le temps. Est-ce que les banques centrales vont peut-être pas aller un peu trop loin dans leur discours de fermeté? Ou pas, messieurs? Alors sur les banques centrales, ils ont peur parce que d'abord, ils n'ont pas été écoutés pendant longtemps. Et ce qui était surprenant, c'est qu'il y avait 3 baisses de taux anticipées au second semestre. Le marché a été très volatile dans ses anticipations de taux. Aujourd'hui, tout le monde est un peu conciliant. En fait, il ne faut pas... le pire, ça serait qu'ils interviennent à la baisse et que les chiffres d'inflation, à un moment donné, remontent un peu, ce qui n'est pas impossible. Parce que là, il y a tous les éléments, je dirais, conjoncturels, qui ne sont pas le cœur de l'inflation, qui sont de la hausse des prix, qui vont dans le bon sens. Les matières premières, l'énergie, le shipping, les loyers, tout ça, ça baisse, et donc un point bas. Et après, ça sera un peu plus difficile. Et ce qu'ils redoutent, ça soit un peu cet élément-là. Je pense que ce qui est important quand même, parce que son discours, il faut vraiment qu'il tienne à distance. Ce discours s'adresse à nous, justement. Alors, il y a des choses qu'ils ont réussi. Ils ont réussi un ancrage psychologique sur l'inflation pour empêcher, finalement, que les investisseurs se disent il y a une inflation structurellement plus élevée. Quand on voit les anticipations à 3 ans, 5 ans, 10 ans, il n'y a pas cette anticipation-là. Et c'est ce qu'ils essayent de réussir à 1 an. Mais je pense que l'important, c'est quand même la Fed, plus que la BCE. C'est-à-dire que quand la Fed arrêtera, ça permettra finalement au marché et aux autres banques centrales aussi de gérer ça intelligemment. Par exemple, la Banque de Chine qui ne peut pas faire grand-chose à l'heure actuelle par peur de dévaluation du yuan. Quand la Fed s'arrêtera, peut-être qu'il y aura des plans de soutien un peu plus importants. Donc l'élément central de la Fed occasionnera aussi, sur la crédibilité des banques centrales. Il faut toujours se rappeler qu'ils ont dit des choses, et si on reprenait ce qu'ils ont dit quelques mois après, ça s'est avéré totalement faux. Donc c'est là où tout à l'heure je parlais un petit peu de sémantique à avoir par rapport au discours de la Banque centrale. Pour l'instant, ils veulent nous tenir à distance. Il y a eu du retard à l'allumage. Ils veulent surtout pas finalement qu'il y ait des anticipations trop rapides et qu'on se mette en achetant par exemple de l'obligataire trop tôt à faire baisser les taux, à détricoter finalement ce qu'ils ont essayé de construire. Voilà. C'est ça vraiment. Oui. Pierre. Oui, non, je voulais juste revenir sur la Fed, par exemple. Si on prend le discours de la Fed, il y a déjà un long moment, elle nous a toujours dit plus haut pour longtemps. Donc jamais la Fed n'a voulu laisser entendre au marché qu'ils allaient rebaisser les taux rapidement. Donc ça, c'est déjà une première... Mais le marché, en effet, n'a pas voulu l'écouter. C'est-à-dire que les marchés de contrats futurs, ont continué à anticiper. Alors c'est en train de se rétablir, mais on continue à anticiper des baisses de taux d'ici la fin de cette année.
Ça, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le message, il est cette très clair de la part de la Fed. On fait une pause, mais le prochain mouvement, si mouvement il y a, il sera probablement à la hausse. Voilà. Donc, on est sur vraiment ce qui avait été déjà communiqué par la Fed, plus haut, pour longtemps. La BCE, toujours avec le même décalage, semble reprendre un petit peu le même discours, parce que voilà, les statistiques économiques l'obligent à tenir ce discours-là. Et donc, on est aussi sur plus haut, plus longtemps pour la BCE également. Donc, on va continuer à monter les taux également du côté de la BCE. Une fois, peut-être 2 fois. Mais en tout cas, les marchés sont en train de comprendre qu'ils sont peut-être été probablement un peu trop optimistes sur ce mouvement de politique monétaire, sur l'arrêt de cette politique monétaire, voire le retournement, cette fameuse inflexion des politiques monétaires. Et ça, c'est un message que veulent absolument ancrer les banques centrales dans l'esprit des investisseurs aujourd'hui. Oui, parce que l'objectif, c'est quand même de ralentir, comme on dit, la machine, donc, mais sans pour autant la casser. Est-ce qu'on... Et je vois Hervé qui opine du chef, donc est-ce que justement vous partagez ce point de vue par rapport à ce que l'on s'est dit jusqu'à maintenant ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, mais peut-être justement l'idée que le rôle des banques centrales, c'est absolument de ralentir la machine, ça me paraît une idée dangereuse aujourd'hui pour l'économie, alors pour lequel je suis peut-être pas très orthodoxe, mais je trouve que voilà, on a une situation sur laquelle rien ne montre qu'une inflation structurellement plus élevée que celle qu'on a connue pendant les 10 ans passés soit une situation pénible pour l'économie. Bien sûr. Et donc, effectivement, il risque d'avoir un entêtement à vouloir absolument réatteindre cette cible de 2% qui probablement ne sera plus une cible réaliste pour les 10 ans qui viennent. Et que donc, le point délicat, et c'est pour ça que je parlais de normalisation ou pas de normalisation, c'est de voir à quel niveau de désinflation on arrive et avec quel niveau d'inflation cœur on est capable de vivre et sortir aussi de l'idée, y compris chez les banques centrales, que 2% c'est forcément le bon niveau d'inflation pour l'emploi et pour l'économie. Et donc c'est cet équilibre-là qui me paraît un petit peu dangereux, puisqu'on voit qu'il y a des gens qui tirent en disant non, mais il faut absolument que ça désinflation très vite et donc soyons agressifs sur les taux. Qui reste dans une pensée très orthodoxe là-dessus dans les conseils des banques centrales, puisque les banques centrales, c'est un peu comme nous, là. Il y a des gens qui débattent et ils ne sont pas tous d'accord. Et donc, il faut essayer de trouver un accord. Et donc, voilà, le danger, il est plutôt là. C'est-à-dire qu'un espèce de rigorisme monétaire trop violent, alors que rien n'indique qu'on est dans une situation qui ne peut pas se normaliser avec un niveau d'inflation un peu plus élevé. Et puis, la bonne nouvelle, quand même, de tout ça, pour l'instant, pour les marchés, c'est qu'on a retrouvé des niveaux de taux relativement intéressants et que les marchés actions ne sont pas du tout dans l'euphorie, comme le disait Jean-Jacques. Donc, il y a des opportunités d'investissement aujourd'hui qui sont me semble-t-il, assez importantes et diversifiées sur l'ensemble des classes d'actifs. Et donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça c'est évidemment une bonne nouvelle. Voilà. Justement, Jean-Jacques, en termes d'allocation, aujourd'hui, si on fait alors on va développer chacune des classes d'actifs pendant cette heure, mais déjà, si on donne les grandes tendances d'une allocation. La grande tendance. Projeter vraiment sur le S2. Oui. Voilà. Donc, en début d'année, surexposition action, on l'a compris, et plutôt de l'obligataire crédit, justement, en disant qu'il y avait plus des marges, finalement, de réduction des spreads, soit du high yield, soit d'investment grade, plus que le souverain, où la baisse des taux est un peu reportée dans le temps, d'autant plus qu'il va y avoir des émissions importantes. Dans les choix, c'était, je dirais, presque tout sauf défensif, c'est-à-dire de la croissance US au début du cycle européen, qu'on a tourné en mars également un peu contre la croissance, puisqu'on a réduit aussi un peu l'exposition pour revenir à la neutralité. Par contre, aujourd'hui, on voit vraiment une vraie dichotomie. Alors, ça a été dit, rappelé plein de fois, entre quelques grandes valeurs qui bénéficient vraiment du thème de l'intelligence artificielle. On y reviendra peut-être, bien sûr. Et il y a beaucoup de valeurs, même qui ont eu des résultats pas mauvais, qui ne sont pas pourtant du côté des mid-cap, mais même des grandes capitalisations, et qui n'ont pas bénéficié finalement de ce mouvement. Donc, je pense qu'il y a un élargissement finalement un petit peu à jouer, avec notamment sur le marché américain, peut-être un élargissement vers des valeurs un peu plus cycliques, justement, parce qu'il y a vraiment un écart important qui s'est creusé. Et donc, le fait simplement d'anticiper qu'on n'aura pas de récession, je dirais, pendant le second semestre 2023, voire même un peu plus loin aux États-Unis, permet cette forme de rotation qui veut dire aussi peut-être aller le segment aussi des valeurs un peu plus moyennes aux États-Unis. D'accord. Voilà, donc et puis peut-être un petit... Donc les États-Unis, il y avait aussi l'idée de couverture aussi des positions américaines qu'on prenait contre une dépréciation finalement du dollar, avec le sentiment finalement que l'avancée de la politique américaine permettra un arrêt des politiques monétaires plus rapide, et donc une forme d'appréciation de l'euro,
qui est presque d'ailleurs recherché sans doute par la Banque centrale. S'ils ont vraiment l'objectif de 2%, je suis d'accord, que je trouve très théorique. Mais voilà, donc sur ces positions US aussi, couverts contre le risque de change. Pierre, pour vous, en termes d'allocation aujourd'hui? Oui, alors le grand mouvement d'allocation, c'est celui qu'on avait déjà évoqué. Donc il y avait la première phase qui a duré plusieurs années, j'ai envie de dire, qui était la sous-pondération obligataire. On est redevenu neutre sur le marché obligataire dans nos expositions, dans nos portefeuilles. Et aujourd'hui, depuis quelque temps, on a, même depuis cette semaine d'ailleurs, on a l'intention de repasser positif sur les marchés obligataires de long terme, et en attendant justement cette inflexion des banques centrales qui nous permettront dans le temps de redescendre sur la courbe en allant acheter de l'obligataire de plus en plus court quand le moment sera le bon pour le faire. Donc ça c'est la première chose. Sur les marchés obligataires un peu plus risqués de crédit, on va rester toujours en dehors du marché du crédit, parce que voilà, pour les raisons de ralentissement qu'on attend, les taux de défaut sont encore très faibles, peuvent éventuellement remonter, même si on n'attend pas une explosion des taux de défaut évidemment, mais on a l'intention aujourd'hui de rester encore en dehors des marchés du crédit. Donc on va acheter du taux souverain sur les marchés obligataires. Sur les marchés d'actions, on avait une position plutôt neutre et à négative, légèrement négative, mais plutôt neutre moins, on va dire, par rapport à nos indices de référence. Donc on va rester dans ce mood-là. Je pense que difficile d'anticiper aujourd'hui que les actions baissent très très violemment. Il n'y a pas de vraie raison pour que les actions baissent très violemment aujourd'hui. Il y a un point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est ce PIB nominal qui reste quand même relativement fort, et cette inflation toujours forte qui permet aux entreprises aujourd'hui de reconstituer leurs marges, et c'est ce qu'elles font et ce qu'elles ne se privent pas de faire d'ailleurs, ce qui dépasse en poser certains problèmes, en effet, pour le pouvoir d'achat d'ailleurs des consommateurs. En revanche, le moment viendra où ces entreprises devront à nouveau baisser leurs prix et du coup dégrader ces marges. Pour l'instant, on n'en est pas là. On a des prix à la production qui sont en train de baisser, et on a des prix à la consommation qui ont bénéficié des hausses passées et qui restent sur leur niveau. Donc des marges qui s'apprécient. Donc difficile de vendre des actions et d'être très très baissier sur les actions dans ces conditions-là. Maintenant, être très haussier sur les actions dans ces conditions-là, ça reste un petit peu plus compliqué. Est-ce que c'est plus compliqué, Hervé, justement, d'être haussier sur les actions? Moi, j'ai un biais structurellement positif sur les actions. Donc, on l'avait début d'année, et effectivement, la hausse a été violente. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait quasiment 4 mois maintenant qu'on a une espèce de trading range qui bouge pas. Donc on projette en se disant on est dans un trading range, donc ça va rester dans ce trading range. Moi je pense qu'il y a quand même on a quand même encore beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus, et dans ces cas-là c'est souvent un peu binaire. Donc je pense qu'on va soit sur une correction de 10%, soit sur une hausse de 10%. Alors j'ai pas de boule de cristal, mais nous plutôt on reste constructif sur les marchés actions. On a rééquilibré probablement les biais, et en allant plus sur on en reparlera peut-être un peu plus tard, sur à la fois une espèce d'écart vraiment entre des secteurs qui price encore vraiment une récession. Quand on voit les valorisations sur le secteur bancaire ou sur le secteur automobile, on a vraiment l'impression que la récession est pour demain, et on est, me semble-t-il, pas en situation de se dire qu'il y a une récession pour demain. Puis on a quelques très belles valeurs de très forte croissance qui finalement reste sur des niveaux raisonnables. Donc je pense qu'on peut rester positif action, mais en étant plus discriminant. Il y a quelques valeurs, qualité, croissance, etc., très bien valorisées, sur lesquelles on peut effectivement légitimement prendre des profits. Voilà, mais je pense que si on est sur un scénario qui est tout à fait possible, d'un atterrissage réussi, ce qui n'est pas gagné, il y a un risque. Oui, il y a une possibilité que le marché reprenne 10% sur ces segments qui sont toujours en retard. Voilà, donc nous, on reste assez positif encore sur le marché action. Très bien. Quelque chose à rajouter, messieurs, sur cette première table ronde? De toute façon, nous allons développer l'ensemble des thèmes, et surtout, déjà, on va commencer par le marché de taux. Je regarde Axel Bott qui va pouvoir participer, et j'ouvre la seconde table ronde. Donc justement, Axel, avant de redescendre par le menu, donc Pierre Barral a déjà esquissé les différents sous-segments du marché de taux. Une réaction quand même sur ce que vous venez d'entendre sur les anticipations, sur la politique des banques centrales, l'inflation. Pour vous, comment est-ce que vous situez par rapport à tous ces éléments?
Je pense qu'il y a un élément peut-être qui n'a pas été suffisamment souligné, c'est que qu'entre-temps, certes, on était dans ce combat contre l'inflation et les hausses de taux. Entre-temps, on a eu SVB et une intervention de la Fed qui a été finalement, quelque part, le signal SVB, risque. la banque américaine. Silicon Valley Bank, qui a donc fait faillite début mars pour des raisons qui sont à la fois liées au risk management de la banque, etc., mais surtout une fuite des dépôts qui était, disons, quelque part, un des symptômes de la hausse des taux. Et donc, les taux allaient... donc, on a des mouvements de réallocation qui avaient déjà débuté vers les taux courts, qu'on voyait parallèlement aussi depuis le début de l'année, par exemple, tous les flux de crédit. En début d'année, on avait beaucoup d'attrait, d'attractivité du marché du crédit, et on avait vu des flux assez importants, puisque ça marquait un petit peu les esprits de voir des taux de 4% sur l'investment grade européen. Clairement, il y avait un changement de paradigme depuis compte tenu des 10 ans qu'on a connus précédemment, ça changeait un petit peu la donne. Donc deux choses. SVB signale aussi que la Fed distingue très nettement la politique de taux de la politique de stabilité financière. La BCE fait à peu près la même chose aussi. Et donc, ça diminue les risques de dérapage et les risques baissiers sur les marchés. Et un des éléments très importants, je pense, qui sous-tend un petit peu la bonne tenue des marchés d'actifs risqués au sein de l'obligataire ou même un petit peu sur les actions, c'est la baisse induite de la volatilité. Et la baisse induite de la volatilité, parce que les banques centrales, en parallèle de la lutte contre l'inflation, font beaucoup pour préserver la stabilité financière. Et donc cette combinaison-là, elle était extrêmement favorable finalement au marché. Et on l'a vu par exemple dans la performance du high yield. Alors certes, les fondamentaux sont bons. On a Pierre évoquait les taux de défaut qui restent bas, etc. Qui effectivement... Ça va se maintenir? Ça va. C'est-à-dire plus bas que zéro, c'est compliqué. On est vraiment sur des niveaux qui sont extrêmement faibles historiquement. Provient du fait que les entreprises du secteur ont été en capacité de refinancer leurs dettes, d'éloigner un petit peu leur mur de maturité. Et quelque part, on a une banque qui fait faillite, c'est une banque à qui on ne prête pas. Et là, effectivement, il y a eu plus ce mur de refinancement qui va revenir peut-être à l'horizon de 2026-2027. Mais dans l'intervalle, on aura une normalisation peut-être des taux de défaut, mais qui n'ira pas au-delà de ce qu'on a connu dans le passé. Donc les primes sont encore un petit peu confortables sur une partie du high yield, notamment le haut du panier du high yield, et sur ce qui fait l'essentiel du marché investment grade, c'est-à-dire la zone dite triple B des notations. Donc là, on pense que ces niveaux de spread qui se situent à peu près à 170 points de base au-dessus du Bund, ça fait toujours des rendements de 4%. Finalement, ce rendement de 4% est toujours présent. Par rapport au risque-prix, c'est une bonne rémunération. C'est un des meilleurs compromis entre risque et rendement. Je pense que l'investment grade européen est assez, en particulier les parties 2-3 ans, vous avez des rendements qui sont tout à fait attrayants, de l'ordre de 4,5%. Donc, c'est une zone de maturité qu'on privilégie et qu'on aime bien, clairement, sur les marchés actions obligataires aujourd'hui. Donc là, je me retourne vers vous, Pierre. Vous avez dit que vous étiez intéressé, si je puis dire, par les souverains, les États souverains, peut-être un peu moins optimiste sur les investissements crédits. Oui, non, je partage l'avis sur l'investment grade, en effet. Je ne l'ai pas précisé, mais en effet, la catégorie investment grade fait partie de nos investissements. On en a aussi, on n'a pas que du souverain. Nous, on a juste un biais un petit peu à considérer, en effet, que le high yield aujourd'hui présente des niveaux de spread qui peut-être ne financent pas, ne paye pas le risque de crédit qu'on peut prendre en face, notamment du fait de ces taux de défaut extrêmement faibles qui ne peuvent que remonter. Donc on préfère aujourd'hui rester en dehors pour le moment. C'est cohérent également avec une approche sur les marchés d'actifs risqués actions relativement modérée. On n'est pas non plus super haussier sur les actions, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est une approche plutôt prudente en fait pour cette deuxième phase de l'année, ce deuxième semestre de l'année sur ce type d'actifs risqués. C'est un retour sur les taux, mais qui va se faire de façon prudente. Oui, parce qu'on retrouve des rendements sur les taux qui commencent, qui sont à nouveau attrayants, même si on aurait pu s'attendre à ce qu'ils parce que le rendement entre les actions haut. et les taux, nonobstant justement le pool de valeur qui a bien augmenté ce début d'année, est relativement similaire aujourd'hui, sur une moyenne. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut. Oui, on n'est pas très loin en fait sur les deux catégories de classes d'actifs en termes de rendement. C'est une situation qu'on n'a pas connue depuis très longtemps.
Et en effet, les investisseurs peuvent avoir beaucoup plus facilement tendance à recourir au marché obligataire aujourd'hui s'ils veulent s'extraire du risque action dans lequel ils n'ont pas une très très forte conviction aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et Axel, si on reprend donc l'ensemble pour vraiment regarder ce qui vous intéresse aujourd'hui sur le marché de taux, si on screen l'ensemble, quel est vous avez déjà évoqué le high yield, sur l'ensemble des autres sous-classes d'actifs, comment est-ce que vous positionnez? Alors, si on reprend. Sur la dette souveraine, par exemple, alors on est effectivement un peu gêné par l'inversion des courbes de taux. Hein. Évidemment, c'est une situation qui est un petit peu compliquée pour des acheteurs d'obligations. Et on peut être aussi un petit peu interpellé par le niveau des spreads souverains. Je pense que, en particulier l'Italie, qui a énormément bénéficié quelque part de l'engouement sur les périphériques dans le mois qui s'est écoulé là depuis quelques semaines. On a une très forte compression des primes. C'est assez récent. Une très forte compression des primes souveraines. Ça a quand même matière à se normaliser un petit peu avec le quantitative tightening de la BCE, le fait que la BCE laisse maturer ses actifs et donc ne réinvestit pas. Et puis, il y a aussi des problèmes budgétaires en Italie qui sont un petit peu ignorés aujourd'hui par le marché. Donc, ça a matière un petit peu à revenir et à réécarter les primes de risque, notamment sur l'Italie. Et au même moment, il y a aussi de très belles histoires au sein de la dette souveraine. On peut penser à la Grèce, on peut penser au Portugal. Il y a d'autres choses qui permettent aussi de faire ce type d'arbitrage. Donc, sur la sphère souveraine, en général, on est un peu, disons, partagé entre certaines belles histoires et d'autres qui sont plus problématiques. Et on a vu ce pool européen, il faut vraiment aller chercher la dette de chacun des États et de regarder aujourd'hui comment ils se comportent. Ah, oui, depuis la crise souveraine, de toute façon, on a toujours une dimension crédit qui est apparue dans la sphère souveraine qui fait qu'il faut vraiment analyser chaque pays par rapport à un autre, même si parfois on a des effets disons, un petit peu de corrélation générale. Je pense que dans le temps, ça apporte toujours beaucoup de valeur d'être discriminant au sein de la dette souveraine. Donc le crédit, j'en ai parlé, c'est je pense un des meilleurs compromis risque-rendement actuels. On a aussi l'inflation, qu'on a parlé de persistance de l'inflation. On a aujourd'hui sur des marchés obligataires quelque part un certain attentisme et un certain optimisme sur une baisse rapide de l'inflation. À l'horizon de 2024, les marchés tapent sur un retour quasiment à 2 en fait, de l'inflation. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que ça ne cadre pas avec le fait que non seulement l'inflation va être persistante, on le sait, on voit les revendications salariales perdurer, les taux de chômage sont faibles partout, et il est possible. C'est d'ailleurs le discours de la BCE ces derniers temps. Ils ont relevé leurs anticipations d'inflation sous-jacente, qui est un peu plus d'inertie. Et donc, la partie, les anticipations d'inflation à l'horizon de 2-3 ans sont probablement un peu inférieures à ce qui va advenir. Donc, ça crée une opportunité pour ceux qui détiennent des emprunts indexés, qui naturellement sont des emprunts qui sont revalorisés quand les prix augmentent. Donc, c'est aussi une partie du marché obligataire qui nous intéresse. Alors justement, il y a aussi une classe d'actifs qui aujourd'hui revient sur le devant de la scène. Ce sont les fonds monétaires avec la rémunération qu'ils apportent aujourd'hui. Donc pour vous, c'est le cas ? C'est un complément forcément et évidemment les 2 hausses de taux qu'on attend du côté de la BCE vont encore améliorer la rentabilité des fonds monétaires. Typiquement, le fonds monétaire standard offre un rendement qui est proche de l'Ester, c'est-à-dire à peu près 10 points de base en dessous du taux de dépôt de la BCE actuellement. Mais avec la réduction de l'excédent de liquidité dans le système, ces taux des marchés monétaires vont avoir tendance à converger et même converger et même se rapprocher des taux de dépôt de la BCE. Donc on peut imaginer qu'à l'horizon de septembre, le taux servi sur ces fonds monétaires se rapproche de 4%, entre 3,90 et 4. Et donc, c'est vrai que on retrouve un petit peu la convergence de tous les taux de rendement qu'on voit également aux États-Unis, d'ailleurs, mais autour de ces 4% qui donnent l'investment grade, les taux monétaires et probablement aussi le rendement des bénéfices actions. Il ne va pas être très loin de ça avec des divergences, mais le taux de rendement des dividendes et les rachats d'actions vous amènent aussi quelque part sur cette espèce de convergence vers 4%. Donc, des actifs qui donnent le même rendement avec des risques évidemment très très différents. Tout à fait. Alors, il nous reste quelques minutes. Il y a aussi, on parle beaucoup des États-Unis, on parle de l'Europe, mais il y a aussi toute la zone émergente. Sur la dette émergente, est-ce qu'on peut dire un point aujourd'hui ? On a parlé de l'évolution du dollar. Est-ce que c'est une dette que vous regardez également ?
Oui, on garde beaucoup. C'est une dette sur laquelle on est relativement constructif, en tout cas pour la dette externe en dollars, donc les pays émergents qui s'endettent en monnaie américaine. Là, on voit que les spreads ont très très bien tenu, en fait, même dans les phases de prise de bénéfices qu'on a pu connaître un petit peu les dernières semaines sur le high yield ou les actions. C'est une dette qui a très bien tenu. On pense qu'il y a encore un potentiel de réduction de ces spreads, notamment parce que les besoins de financement des États en dollars sont relativement réduits d'ici la fin de l'année. Donc il y a assez peu d'offres à venir et donc ça va contribuer à diminuer les primes de risque sur la dette émergente en dollars. Sur le marché de dette locale, là, on est peut-être un petit peu tôt dans la phase d'allègement monétaire, mais on voit que, par exemple, l'inflation en Asie permet déjà de baisser les taux. Donc ça donne une dynamique très complémentaire par rapport aux pays développés sur lesquels on est toujours dans cette phase de resserrement monétaire. Ailleurs, on peut se diversifier et être... on est déjà à l'étape d'après. On est un petit peu plus en avance peut-être sur ce cycle. Alors, c'est pas vrai dans toutes les zones, mais en tout cas, là aussi, il faut être sélectif. On peut aussi avoir des plus-values obligataires dans le monde de la dette souveraine émergente, mais en monnaie locale. D'accord. Pierre ? Oui, je partage complètement. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais en effet, ça fait partie aussi sur la partie obligataire des expositions qu'on a mis dans les portefeuilles depuis quelques temps. C'est cette dette émergente, alors en devise locale en l'occurrence, mais qui pour le coup apporte en effet un effet diversifiant assez intéressant pour l'ensemble des portefeuilles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on privilégie toujours et qu'on maintient aujourd'hui pour les mois à venir. D'accord. Merci beaucoup. Donc, nous allons conclure cette première table ronde, cette seconde table ronde, et nous allons parler de la prochaine classe d'actifs, le marché action. On l'a déjà effleuré à maintes reprises, mais là, nous allons l'étudier plus en profondeur. C'est parti. Donc effectivement, on a déjà abordé à plusieurs reprises le marché action. Il a été surprenant. On a parlé aussi du pool des valeurs très restreint sur le marché américain qui a explosé, en fait, qui a un petit peu surpris tout le monde. On a parlé des 7 mercenaires, c'est ce que j'ai découvert en tout cas. On a parlé aussi d'engouement de l'intelligence artificielle, donc de valeurs de croissance. Et dans un contexte, comme on vient de le décrire, Hervé, par contre, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a des opportunités qui existent et elles sont nombreuses. Et si on développe déjà ce que vous nous avez dit, vous, aujourd'hui, chez Mirova, comment vous attaquez ce marché action ? Oui, effectivement, on a un marché qui si on le regarde dans son ensemble, paraît mieux valorisé évidemment qu'il l'était il y a quelques années. Et donc, globalement, on va dire, au prix, ça paraît pas extrêmement attractif. Or, ce marché, en fait, il cache des dynamiques très différentes selon... des secteurs très spécifiques et des valeurs spécifiques. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui devient vraiment intéressant pour une gestion active fondamentale, c'est cette capacité à regarder le marché action non pas dans sa globalité en termes de ratios globaux, mais de regarder où il y a des opportunités intéressantes. Donc là, c'est comme le marché de taux, plus que jamais. C'est comme le marché de taux. Et voilà. pour faire peut-être l'analogie avec le marché de taux, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup la dette bancaire investment grade, qui rapporte du 4%. Le rendement sur dividende des banques, c'est plutôt vers 10%. Et le rendement des dettes moins sécurisées des banques, on est aussi plutôt vers 10%. Donc, il y a des opportunités dans le marché qui serait dommage de ne pas regarder, parce que je ne suis pas sûr, ça a été dit avec SVB, etc., qu'à la fin, le risque bancaire, voilà, sur l'equity... Sur les secteurs bancaires en général. Voilà, donc ça, typiquement... En fait, on est dans une espèce de paradoxe sur le secteur bancaire. On se dit finalement la partie dette senior rémunère quelque chose qui est rentable, mais comme un peu le marché, voilà, donc les choses vont plutôt bien. On n'est pas en train de pricer des risques de défaut en cascade, une récession et donc un risque bancaire qui monte. Ben dans ce cas-là, pourquoi c'est multiple sur la partie action alors que les niveaux de dividendes n'ont jamais été aussi élevés. Voilà. Donc typiquement, pour le secteur bancaire, nous semble-t-il, ça reste une opportunité. On a un peu le même schéma par exemple dans la partie consumer, sur la partie automobile, où il y a eu beaucoup d'histoires compliquées, puis il y a la transition écologique avec beaucoup d'investissements sur l'électrique qui fait peser sur ce secteur des niveaux d'investissement et de valorisation qui ont été pas mal déprimés ces dernières années. Alors là, on est en train de revivre quelque chose de différent, c'est que cette transition permet aujourd'hui au secteur automobile de se repositionner en termes de prix de façon beaucoup plus confortable qu'elle le faisait. Et encore une fois, là, on a des multiples de valorisation sur ce secteur qui sont en train de pricer quasiment une récession. Donc il y a un paradoxe.
à voir le marché dans sa globalité, regarder l'ensemble de l'économie en se disant, bien sûr, le risque de récession, il n'est jamais à zéro. Il y a des éléments, il y a une guerre qui est toujours là, Oui, mais il y a des éléments de risque. Mais l'accompagnement à la transition, elle est là aussi. Elle est là Et aussi, c'est plus, voilà. c'est une obligation aujourd'hui. Tout à fait. Oui, donc ça c'était pour revenir sur la partie sectorielle. Et puis je pense que d'un autre côté, on a redécouvert avec ce que vous mentionnez sur la partie intelligence artificielle, qu'en fait il y avait des valeurs de croissance sur lesquelles on ne pressait quasiment plus la croissance. Oui, on parce que était le revenu contexte ne s'y prêtait pas. sur des multiples, exactement. On était revenu sur des multiples où, comme si ça allait être des croissances à 3-4% par an. Et on se rend compte que non, il y a encore un potentiel extrêmement fort sur la partie technologique, semi-conducteurs, intelligence artificielle, qui font que ces secteurs-là sont dans un boom qui va continuer et sur lequel, bien sûr, il y aura un ralentissement à un moment donné, mais le marché a eu tendance à trop jouer trop tôt le ralentissement à venir, alors que les carnets de commandes sont pleins et qu'on va être sur une dynamique extrêmement positive sur les 18-24 mois. Donc là aussi, je pense à un secteur attractif. Et puis évidemment, là où vous voulez m'emmener, puisque chez Mirova, nous sommes nous sommes effectivement convaincus que finalement, si je suis relativement optimiste à court terme, les gros sujets d'inquiétude à long terme, on en parle moins parce qu'on les vit au quotidien, mais c'est évidemment le risque environnemental et c'est le risque social avec ces tensions qui existent. Bon, c'est très... On va en parler aujourd'hui compte tenu de ce qui se passe, mais au-delà de ça, ça fait longtemps qu'on le mentionne, il y a une tension dans la société qui monte, qui est forte, et donc ces deux risques-là sont des risques importants, et on pense que c'est pas simplement des risques importants, c'est aussi des opportunités pour les investisseurs d'aller placer leur épargne sur des entreprises qui jouent le jeu d'essayer de réduire ces fractures-là, ces fractures sociales et cette fracture environnementale. Et on a évidemment, en particulier sur la transition environnementale, un secteur qui fondamentalement va jouer à plein d'un changement de paradigme qu'on est en train de vivre avec moins de consommation et plus d'investissement. Donc il y a beaucoup plus d'investissements qui vont se faire, et notamment sur la transition environnementale. Il y a eu là aussi, le marché, toujours dans ses excès, dans son exubérance irrationnelle, avait beaucoup acheté les nouvelles il y a 3 ans, en disant il y a des plans d'investissement, donc ça va être fabuleux, et donc on avait eu des valorisations qui étaient montées trop fort. Et maintenant, il est plutôt dans le scepticisme inverse, en se disant on voit toujours pas ça dans les résultats. Voilà, alors, les résultats est-ce qu'on n'est pas arrivé justement, parce qu'effectivement, il y a eu un peu cet effet balancier sur ces valeurs. Est-ce que là, on n'est pas arrivé à un point d'équilibre où, Je pense qu'on est même en dessous du point d'équilibre, c'est-à-dire qu'on est dans une zone où il y a vraiment un scepticisme et un gros doute sur la capacité de beaucoup de ces entreprises à transformer ces opportunités d'investissement importantes en croissance rentable dans leur compte. Et donc, il y a une très forte attente du marché pour voir que la capacité de transformer les investissements dans le solaire, dans l'éolien, dans les batteries électriques se transforme en rentabilité sur ces entreprises. Et je pense que c'est ce qu'on va voir à partir fin S2, début d'année prochaine. Et donc, je pense qu'on est plutôt même sur un point intéressant, parce qu'il y a encore une fois, c'est les moments où il est intéressant d'investir en général, et en particulier sur certains secteurs, c'est les moments où le scepticisme est le plus fort, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les risques de déception sont un petit peu déjà intégrés. Il n'y a pas d'euphorie du tout sur ce segment-là, alors qu'on va être, encore une fois, sur des taux d'investissement et des taux de croissance en top line extrêmement importants. Et je pense que la capacité des entreprises à transformer ces modèles en croissance bénéficiaire est devant nous. Donc je pense qu'on est vraiment là aussi sur des points d'entrée structurellement intéressants. Il y a une vraie demande à ce niveau-là. Arnaud, donc là il y a eu beaucoup de sujets. On va les reprendre. Alors déjà, je voulais justement sur ces valeurs de croissance en général, et évidemment sur l'accompagnement à la transition énergétique aussi chez Thématique, c'est un sujet que vous traitez. Déjà sur l'intelligence artificielle, est-ce que c'est juste... Alors, non pas un rattrapage, est-ce que c'est un engouement sur... est-ce que comme si on le découvrait, alors que c'est quand même... Ou est-ce que c'est quelque chose de fond, en profondeur, chez vous? Alors, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est extrêmement intéressant parce qu'on en parle depuis des années, bientôt en fait. Une dizaine d'années, même plus. Et en fait, c'est assez caractéristique, finalement, de la croissance exponentielle. C'est que les changements, au début, on les note pas spécifiquement. Et puis d'un seul coup, vous vous retrouvez avec quelque chose qui vous saute à la figure, ChatGPT pour tout le monde. Le consommateur final s'est rendu compte que, mince, on a fait des sacrés progrès, on a des
des robots en face de nous qui sont capables de nous répondre de manière complètement structurée. Et si on affine les questions, ils affinent leurs réponses, ils adaptent le style. Et donc c'est effectivement ça qu'on essaye de capturer chez Thematics dans nos thèmes, dans effectivement cette approche. Et donc l'intelligence artificielle, c'est là pour rester, c'est clair. Alors au premier semestre, on a vu un peu tout ce qui touche à l'intelligence artificielle fonctionner. On a vu des titres comme Nvidia qui ont eu des performances stratosphériques qui font... Alors moi, j'avais pas entendu parler des 7 mercenaires, j'ai entendu parler des 7 fantastiques. Mais le concept est le même, c'est de dire que les 7 plus grosses sociétés du S&P 500 sur le premier semestre, en tout cas jusqu'à fin mai, c'était la performance du S&P 500. C'est-à-dire que si vous enlevez toutes ces 7 sociétés-là, qu'on fait en moyenne 45%, les autres, elles n'ont rien fait depuis le début de l'année. Et ça, c'est aussi une opportunité. Alors, quand je dis elles n'ont rien fait, en moyenne. Parce qu'il y en a qui ont fait très bien aussi. Et justement, dans l'intelligence artificielle, le principe, en général, quand vous voyez un engouement, comme le mentionnait Hervé, sur la transition énergétique avec les plans annoncés au moment du Covid, où on a vu tout ce qui était lié aux énergies propres monter, à un moment, il faut délivrer. Et pour moi, le S2, c'est peut-être un peu tôt, mais on va quand même, Warren Buffett utiliser cette analogie qui est quand la marée descend, c'est là qu'on voit qui se baigne sans maillot. Et effectivement, dans l'intelligence artificielle, il y a certainement quelques valeurs qui ont bien bénéficié, qui se sont bien baignées, et qui vont se retrouver peut-être un peu plus gênées quand il va falloir délivrer, effectivement. Donc effectivement, le fait de l'avoir mis sur le devant de la scène, ça va permettre de faire le tri justement entre vraiment les outils à valeur ajoutée, parce que c'est vraiment ça que l'on cherche avec cet outil-là, aux outils plus accessoires, on va dire aussi. Exactement. Donc et effectivement, voir ceux qui sont capables de aussi finalement créer de la valeur sur cette opportunité d'intelligence artificielle, parce que faut pas juste avoir des choses, il y a une notion de business model, comment est-ce qu'on valorise finalement ces innovations qui sont apportées sur le marché. Donc ça va aussi nourrir les investissements. Sur la partie plus environnementale, donc il y a un thème qui vous tient à cœur, c'est l'eau, et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est pas juste un thème et les interconnexions avec l'ensemble des secteurs d'activité. Donc c'est ça et là vous l'étudiez également. Alors effectivement, donc l'eau, je suis gérant de la stratégie eau chez Thematics, mais concrètement, déjà il y a quelque chose c'est que c'est indispensable, mais surtout on parle de tous ces investissements qu'on doit faire pour la transition énergétique. Donc Hervé a mentionné l'éolien, le solaire. Ça, c'est pas des choses sur lesquelles on se focalise tant chez Thematics. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut effectivement financer cette transition, mais il va falloir aussi s'adapter. Le gouvernement français, depuis le début de cette année, parle pour la première fois de commencer à réfléchir à un scénario 4 degrés en France. Je vous rappelle que les ambitions des accords de Paris, c'est 1,5. Donc, mais ce qu'on constate, c'est que c'est pas gagné. Le 1,5, les accords de Paris ont aussi l'ambition de rester bien en dessous des 2 degrés. Mais aujourd'hui, on s'interroge, et il faut, même de toute façon à 2 degrés, il va falloir adapter nos économies à ce nouveau paradigme, à ces nouveaux enjeux autour de la disponibilité en eau, notamment parce que le changement climatique, c'est le CO2 qui génère, ou en tout cas les gaz à effet de serre d'une manière générale, mais en général, on utilise le CO2 comme un proxy. Mais la façon dont on le ressent, c'est beaucoup H2O au final. C'est pas tant que ça, la concentration de CO2 de l'air, c'est vraiment l'eau. Vous le sentez pas. En revanche, quand vous n'avez pas d'eau ou quand vous avez trop d'eau, ça, en général, vous le sentez. Et quand le niveau des mers monte aussi, parce que c'est l'un des effets du changement climatique, ça se ressent. Et donc là, c'est de regarder comment les entreprises vont pouvoir s'adapter à ce changement, et on retrouve l'ensemble des investissements qui doivent être mis. Et c'est pour ça que ça couvre l'ensemble des secteurs. Pour vous, si on regarde un petit peu plus précisément, vous regardez quel secteur d'activité sur le biais de cette thématique? Alors effectivement, l'un des gros enjeux, c'est que les entreprises, et là encore je vais faire appel au plan eau qui a été annoncé par le gouvernement au mois d'avril. Vous parlez plusieurs fois de ce plan. Est-ce qu'il est arrivé? Parce que est-ce que les entreprises... Il a été annoncé au mois d'avril. Est-ce que les entreprises ont bien reçu ce qu'on leur a promis?
Alors, à ce stade, non. Non, elles ont plutôt des obligations d'être plus efficaces dans leur utilisation en eau. Ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir investir aussi dans les infrastructures, sur par exemple la réutilisation, la réduction des fuites. Mais si je parle vraiment sur l'aspect économique, effectivement, l'eau, on la retrouve partout. On la retrouve sur les semi-conducteurs, par exemple. Il faut de l'eau pour créer ces petites puces qu'on va utiliser dans tout ce qui est data center, donc pour l'intelligence artificielle, par exemple. Et donc, il va falloir avoir la disponibilité de l'eau et la traiter pour qu'elle soit à la qualité suffisante. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde. Aujourd'hui, peut-être l'un des secteurs dont on n'a pas du tout parlé et que je trouve relativement intéressant parce qu'il a souffert clairement de la hausse des taux au cours des 12 derniers mois passés, c'est l'immobilier. Effectivement, dans le secteur immobilier, il faut aussi investir pour... je dirais, optimiser la consommation en eau, que ce soit pour le chauffage, mais aussi pour l'usage quotidien, l'eau chaude sanitaire. Et c'est clair que les valeurs dans le secteur de l'immobilier aujourd'hui, après un engouement certainement exagéré pendant le Covid, où tout le monde finalement s'est focalisé sur l'immobilier parce qu'on ne peut pas partir en vacances, donc ce que les Américains qualifiaient d'effet cocooning. Aujourd'hui, on a eu un retour de balancier extrêmement fort et notamment amplifié par cette hausse des taux qui sclérose un petit peu plus le marché. Et on voit que c'est des valeurs pour lesquelles les attentes ont fortement baissé et les multiples se sont énormément compressés. Donc chez Thematics, on n'a pas une approche value. Hervé mentionnait les banques ou le secteur automobile. On n'a pas d'exposition vraiment dans ces secteurs-là, mais à travers l'eau, à travers la sécurité, on peut être exposé par exemple à l'immobilier. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on regarde parce que c'est des poches qui sont effectivement extrêmement sous-valorisées. Jean-Jacques, vous avez déjà évoqué aussi, vous avez rapidement parlé d'immobilier, mais pas dans les mêmes termes tout à l'heure. Pour vous, si on regarde un peu plus précisément les valeurs que vous retenez. Alors, pour l'investisseur, ce qui est intéressant justement, c'est de faire par moment être sur des valeurs justement de croissance et des grands thèmes. Généralement, c'est quand la croissance est assez faible. Donc là, il n'y a plus de débat valeur croissance-value. Aujourd'hui, c'est un débat qu'on n'en a plus. Si, quand même, si. Mais c'est un débat permanent. C'est la tarte à la crème de la gestion. Ouais. Donc alors, ce qu'il y a généralement, c'est que déjà sur l'IA et sur les grandes valeurs tech, avant même qu'il y ait eu le déclenchement et la médiatisation de l'IA, elles fonctionnaient bien. Parce que justement, il y avait l'idée que ces valeurs qui avaient conquis le monde entier, donc il y avait des perspectives de croissance qui étaient moins importantes, parce que finalement tout le monde utilisait ces grandes valeurs, on voyait finalement des politiques en faveur des investisseurs se réaliser, et donc elles retrouvaient vraiment de l'intérêt avec la baisse du dollar, avec une optique de ne pas financer des projets extravagants, mais de revenir à des questions de rentabilité. Donc c'était déjà bien perçu, et là-dessus est venu vraiment se greffer sur le thème de l'IA. Et donc là, c'est les premières grandes valeurs tech qui en ont bénéficié. Après, je pense qu'on ira chercher un peu plus dans le détail, avec notamment que dans tous les métiers, et notamment des métiers où il y a une forte utilisation de compétences d'ingénieurs qui eux-mêmes pourront travailler plus efficacement avec une meilleure productivité. Ça peut être dans le médical, ça peut être dans beaucoup de domaines, dans la tech. Eh bien, il y aura un avantage compétitif finalement dans ces valeurs où, je dirais, les salaires représentent une part importante finalement de la valeur ajoutée de l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, juste dire que sur l'élément, on va parler peut-être un peu microéconomie, juste un peu, mais sur la partie finalement croissance, on a bien vu que ces valeurs de croissance justement avaient été jouées parce qu'il y avait l'anticipation qu'il pouvait y avoir récession, et donc ces valeurs très value, très cycliques, citées, sont en retard. Donc il y a le fait de revenir un peu et de rééquilibrer les portefeuilles en la matière. L'autre élément, on l'avait mentionné, c'était vraiment le fait que il n'y a pas eu de flux sur le marché action, c'est-à-dire que le marché action a pris 30%, et on pourrait dire, tiens, il y a eu des investissements, soit dans des fonds diversifiés, soit dans des fonds actions. Et il y a eu 50 milliards de moins sur les gestions actions actives, un peu compensé par les trackers et autres, ou les certificats, mais ce qui explique d'ailleurs la concentration. Il y a style, on achète un certificat IA, mais on ne fait pas, voilà. Et diversifié non plus. Donc il n'y a eu aucun flux en la matière, donc ça c'est un élément plutôt favorable. Et si on parle, en essayant de faire le lien entre la microéconomie
Et finalement, le scénario économique qu'on avait, c'est qu'on voit à chaque fois, finalement, là, dans les résultats qui vont tomber sur le SP500, des anticipations à -6. C'est-à-dire qu'il y a avant, finalement, des révisions, des analyses qui révisent un peu à la baisse, etc. Et au moment, finalement, des résultats, eh bien, on converge vers -2 ou 0, et ça se passe un peu mieux. Donc les entreprises affichent encore des Alors, les entreprises arrivent à tenir. Alors, ce qui est un peu compliqué, justement, ça pour les analystes... la remarque de Pierre, justement. Oui, avant, c'est que, finalement... Ce qu'ils ont accumulé jusque-là, en fait. Ils ont profité aussi. Ils ont accumulé, mais c'est pour ça que les analystes se mouillent pas trop, c'est que souvent c'est lié à la couverture qui peut être faite justement par rapport à la hausse de prix des intrants. Et donc ça, c'est difficile à anticiper. C'est pour ça que finalement, on a un peu le résultat souvent au moment de l'annonce trimestrielle. C'est-à-dire que dans leur chaîne de production, tout ce qui va rentrer, ils ont anticipé des hausses des prix qu'elles ont elles-mêmes répercutées sur leur prix final, plus ou moins bien. Mais on n'a pas cette hausse des prix sur les matières premières aujourd'hui, l'énergie. Il y en a qui se sont bien couverts. Mais votre raisonnement est juste, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'une fois que la hausse des prix a été faite au niveau des prix de vente, est-ce qu'elles vont revenir en arrière et baisser leur prix alors qu'elles aient couvert ou pas, le prix des intrants va diminuer ? Je ne pense pas, en réalité. Donc, on voit bien que finalement, l'idée d'une inflation plus forte, c'est aussi l'idée que s'il y a 4% d'inflation, vous avez même une croissance de 1 ou 2, ça vous fait un chiffre d'affaires en hausse de 6%. Est-ce que vous avez une hausse des intrants de 6 en parlant de salaire à 4 ? Non. Parce qu'auparavant, quand vous aviez une inflation à 0, vous augmentiez déjà les salariés à 2-3%. Donc aujourd'hui, que la hausse est plus importante, les salariés ne vont pas avoir 6-7%. Donc finalement, pour les marges des entreprises, avoir une inflation à 4-5%, et on l'a vu empiriquement, c'est plutôt positif. Donc des statistiques qui vont tomber, et il y a plutôt cet élément à garder en tête pour la microéconomie. Oui. Hervé, le mot de la fin ? Non, mais oui, peut-être revenir quand même sur cette table ronde d'action. Sur cette table ronde d'action, non, peut-être revenir quand même sur cette thématique clean technology, Green Deal. On n'y arrivera peut-être pas au 1,5, mais même si on n'y arrive pas, les investissements pour décarboner l'économie vont continuer. On électrifie les usages. C'est une option. Non, c'est exactement. Ce que je veux dire, c'est que attention, on parle de ça et on se rend bien compte que la capacité à atteindre l'objectif de l'accord de Paris, plus on tarde, plus il va devenir compliqué. Et donc il y a aussi ce scepticisme qui se développe en disant de toute façon, on va pas y aller. Oui, mais on va pas y aller. On va pas y arriver, ok, mais on va pas continuer à envoyer des gaz à effet de serre puis passer à 4, 5, 6. Donc l'objectif de décarbonation de l'économie, il est en tendance structurellement inscrit, et on ira peut-être plus tard, mais on va y aller de façon sûre et certaine. Donc il n'y a pas de sujet sur le fait est-ce qu'on va vers une économie zéro carbone, pour faire simple, c'est pas zéro en absolu, mais net zéro, ce qu'on appelle du net zéro. Est-ce qu'on va vers une économie net zéro ? Et ça implique des investissements. Oui. Est-ce qu'on y sera à temps pour atteindre 1,5 ? Personne ne sait, on peut être inquiet sur ce sujet-là. Voilà. Est-ce qu'on y sera en 2040, 50, 60 ? Ça, on ne sait pas, mais tous les investissements s'orientent pour décarboner massivement l'économie. Et dans cette transformation, ce qui est intéressant, c'est que c'est une transformation qui concerne l'ensemble des secteurs économiques, qu'ils soient value ou qu'ils soient croissance. L'automobile est un secteur value, des investissements pour décarboner sont massifs. Est-ce que cette transformation doit se financer ? Comment les secteurs financiers accompagnent cette transition ou ne l'accompagnent pas ? Ça les concerne aussi au premier chef. Et puis évidemment, il y a tous les secteurs de croissance, d'investissement, qui sont plus directement concernés par la transition écologique. Qui apportent des solutions indirectes pour la plupart. Qui restent des thèmes extrêmement importants. Donc voilà, je voulais dire, je pense que Arnaud, il connaît ça par cœur, donc on est complètement d'accord, mais voilà, je voulais dire, attention, c'est pas parce qu'on risque de pas être à 1,5 que le sujet de la transition écologique est un sujet qui... Non seulement on ne doit pas l'abandonner, mais il ne peut pas être abandonné. Vous n'allez pas demain avoir Volkswagen ou Renault qui vont vous dire, bon, en fait, vous savez quoi, on ne sera pas à 1,5, donc on arrête les investissements dans les voitures électriques et puis on va remettre des 4x4 à 15 litres au 100. Enfin, le chemin est inscrit maintenant dans les plans stratégiques et d'investissement des entreprises, au-delà d'être une volonté politique. C'est vraiment une transformation économique, microéconomique profonde. Très bien. Écoutez, c'est une belle conclusion pour notre dernière table ronde, à savoir la finance durable. Quels défis relever ? Alors effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus un seul rendez-vous auprès des entreprises sans qu'on aborde ce sujet de la finance durable, en tout cas très peu. Les défis sont nombreux, mais les sujets sont aussi très techniques. On a plein de jolis mots, SFDR, MIFID, CSRD. Mais du coup,
On serait quand même arrivé, pour le coup, là, sur ces sujets-là, sur une espèce de plateau, avec une Commission européenne en pause. Et là, c'est le temps vraiment d'absorber un petit peu tout ça. Si on fait un petit état des lieux, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de toute cette réglementation qui a quand même drivé et que l'on a reçue aujourd'hui dans le secteur de la gestion d'actifs, mais auprès des entreprises, et qu'on a absorbé. Je me tourne vers vous, Hervé. Oui, il faut avoir en tête qu'on a trois blocs de réglementation qui font du sens parce qu'ils sont justement là pour s'accompagner les uns les autres. Il y a un bloc qui concerne les entreprises, vous avez mentionné CSRD, c'est-à-dire la capacité des entreprises à mesurer leurs impacts environnementaux et sociaux et à en rendre compte dans leur comptabilité. Oui, donc ça, c'est voilà, c'est le point de débat. On a envie de dire, c'est compliqué d'évaluer les impacts environnementaux et sociaux des entreprises si elles-mêmes le mesurent pas. Donc on a des données, des experts, etc. Mais globalement, les entreprises font l'objet d'une réglementation qui va venir progressivement plus contraignante sur leur capacité à remonter leurs impacts environnementaux et sociaux. Et puis ça, c'est pour la partie entreprise. Et pour la partie investissement qui nous concerne, on a deux réglementations qui se répondent parfaitement, qui est le côté demande des épargnants. C'est-à-dire, est-ce que les épargnants, donc ça c'est les parcours clients dans MiFID, est-ce que les épargnants sont sensibles à le fait que leurs investissements aient des impacts environnementaux ou sociaux positifs, négatifs, est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse, vers quoi ils veulent aller. Donc ça, on met en place un questionnement auprès des clients en disant, voilà, on ne peut plus regarder les investissements que sous l'angle unique du fameux couple risque-rendement, mais qu'il faut qu'on ait un troisième axe pour regarder les investissements qui soient cette qualité environnementale et sociale. Et donc ça, quels épargnants sont sensibles à ça ou pas, donc ça c'est MiFID. Et puis troisième axe réglementaire, qui est de dire, s'il y a une demande, comment on peut évaluer la qualité des produits sur ces enjeux-là. Et donc ça, c'est la partie SFDR avec les fameux articles 6, 8, 9. Voilà, donc c'est vrai qu'on a eu un peu... Chaque acteur de la chaîne a sa réglementation. Aujourd'hui, tout est couvert. On a eu un peu comme ChatGPT, là, boum, une explosion, et tout le monde s'est dit, oh là là, mais mon Dieu, faut que je change tout, etc. Et puis que là, on est, pour reprendre votre image, sur un espèce de plateau, en se disant, on ne va pas avoir de nouveautés réglementaires, a priori, dans les 18 mois qui viennent. On est plutôt sur une phase où chacun va mettre en œuvre, voir qu'est-ce qui remonte, les chiffres taxonomie des entreprises, les fameux articles 8 et 9, comment on répond à ça, la mise en place pour les conseillers concrètement dans les banques des parcours clients. Voilà, il y a aussi beaucoup de pédagogie. Donc je pense que pendant 18 mois, on va vivre plutôt avec une stabilité réglementaire, mais qui est une stabilité de surface. C'est-à-dire que, oui, alors pardon, ça j'inquiète, c'est une stabilité de surface parce que, en fait... on va challenger ces réglementations. En fait. La réglementation, c'est un sujet extrêmement compliqué, émouvant. Et donc, cette réglementation, je l'ai dit plusieurs fois, il va non seulement falloir s'habituer à vivre, mais il va falloir s'habituer à vivre avec une réglementation qui va être mouvante sur ces sujets-là. Et donc, les premières étapes 2 de ces réglementations sont déjà en préparation. Et on va rentrer dans des phases de consultation sur ces sujets-là. En vue d'amélioration. En vue d'une amélioration d'un point de vue transparence, on l'espère. Hein. Alors après, voilà, ça c'est le sujet réglementaire. Et puis après, je voudrais quand même revenir, parce qu'on est investisseur, et en Europe, il ne faut quand même pas qu'on fasse l'erreur qu'on a toujours tendance à faire, c'est qu'on a les meilleures réglementations, mais on oublie d'avoir l'industrie. Donc, il faut avoir des réglementations sur ces sujets-là, évidemment pertinentes, mais il faut aussi avoir une industrie. Il faut avoir une industrie de la finance durable, et il faut savoir aussi construire l'environnement économique pour que les entreprises qui jouent le jeu et qui sont en avance sur ces sujets-là aient les meilleurs moyens possibles pour et pas une concurrence entre guillemets déloyale extérieure sur des normes environnementales ou sociales qui sont plus faibles. Et ça commence aussi à être intégré. Et donc c'est aussi une thèse d'investissement qui est en train d'être intéressante, notamment sur tout ce qui va être les chaînes agricoles, etc. On va voir des sujets dans le non-coté et dans le côté, des sujets où on va repenser les chaînes d'approvisionnement, l'organisation des entreprises en fonction de ces normes environnementales et sociales. Très bien. Arnaud, pour vous aussi, on est sur un plateau. Cette réglementation, comment déjà vous la percevez aujourd'hui ? Je partage ce qu'a dit Hervé complètement. Concrètement, mon sentiment, c'est qu'il va falloir digérer tout ça. C'est cette phase, le plateau, c'est un peu la digestion pour voir s'il y a des ajustements à faire. Peut-être
une ou deux choses à préciser de mon côté. Sont baignés tout nus. Exactement. Ce qu'on dit aussi souvent, c'est que le diable est dans le détail. Et donc, effectivement, l'implémentation, on n'est pas en train de dire qu'on va se reposer sur ce plateau. Je pense que pour certains, c'est là où... c'est là où ça commence. Exactement. Maintenant qu'on a vraiment le cadre, je pense notamment pour les entreprises, avec le CSRD, il va falloir remonter des indicateurs et c'est pas... un moindre mal de mon point de vue. Deuxième chose, Hervé l'a mentionné sur le côté un petit peu européen de ce cadre qu'on décrit. Effectivement, l'Europe s'est dotée de toute cette réglementation. Il faut bien être conscient que c'est une réglementation européenne qui s'adresse essentiellement aux entreprises européennes, que ce soit les asset managers ou les entreprises dans lesquelles on peut investir. Donc aujourd'hui, l'un des gros sujets, c'est qu'est-ce qui va se passer à l'échelle globale. Les Anglais sont en train de réfléchir, parce que maintenant ils ne sont plus dans l'Europe, sur leur propre façon de définir la durabilité, et les entreprises, ils ne seront pas sur ces articles 6, 8, 9, ils sont en train de parler potentiellement d'entreprises en transition. Les Américains ont leur propre approche un peu plus pragmatique, certains diraient, ou avec un petit peu moins d'attente aussi. Et donc le vrai sujet, par exemple, nous on gère des portefeuilles globaux, c'est que ces indicateurs qu'on attend des entreprises pour pouvoir donner plus de transparence aussi sur la nature des investissements et le reporting, on va pas pouvoir l'avoir comme ça sur des petites boîtes aux États-Unis qui font du business 100% domestique. Donc c'est aussi un peu, sans vouloir faire peur, mais c'est pas quelque chose qui va permettre de tout résoudre du jour au lendemain, quoi. Oui, ça donne un cadre, mais je pense qu'on est dessus là pour pas mal d'années à venir. Alors, il y a aussi un autre sujet qui remonte parfois dans le cadre de cette transition, et c'est sur la décroissance que ça va apporter. Oui. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Là, j'ai entendu quand même beaucoup d'investissements. Investir dans la décroissance, c'est quand même pas facile. Et je pense que c'est vraiment un débat piégé et un peu dommageable, à mon avis, sur ces thèmes-là, puisque si on reprend un peu l'historique sous-jacent de la pensée sur une économie durable, qu'est-ce que c'est? Une économie durable, c'est quoi? C'est faire plutôt le constat que le modèle qui a été construit en se disant, si je devais schématiser, on a une économie dans laquelle les entreprises sont là pour créer le maximum de richesse, donc on va dire faire le gâteau le plus gros possible. Et puis après, il y a des États, des collectivités publiques qui sont là pour savoir comment on le partage, comment on utilise, on taxe une partie de ce gâteau-là pour s'assurer que justement l'environnement est réparé, les inégalités sont réduites, etc. Donc je schématise à l'extrême, mais c'était quand même ça le modèle sur lequel on a vécu. Et puis on a vécu sur une deuxième aussi croyance très forte, qui était de dire, pour que ce gâteau soit le plus gros possible, il faut absolument que les entreprises soient drivées uniquement par une seule chose, qui est la maximisation de la valeur actionnariale. Et le point de départ d'une économie plus durable, ça a été de dire ce n'est plus possible dans un monde globalisé. C'est-à-dire que les États, collectivités publiques ne sont pas en mesure de traiter l'ensemble des impacts environnementaux et sociaux des entreprises. Et donc, il va falloir que les entreprises réinternalisent une partie de leurs impacts. Ça fait partie de ce que vous disiez tout à l'heure, de repenser en fait. Repenser ça. Et quand on dit repenser ça, du coup, ça voulait dire aussi repenser la notion de croissance, puisque l'idée, c'était de dire, qu'est-ce qui fait la richesse des nations? Ça peut pas être juste un PIB, mais donc la qualité de l'emploi, le niveau des inégalités, l'environnement en ressources naturelles, etc., sont des éléments des richesses des nations. Et donc, le point de départ de la finance durable et d'une économie du développement durable, c'est justement de ne pas tout ramener au sujet PIB, croissance ou décroissance. Donc j'ai envie de dire, je ne sais pas quel sera le résultat. C'est la même erreur que font les gens en se disant on va gérer une entreprise pour maximiser la croissance. Je crois que c'était récemment le patron d'une grande entreprise de luxe française bien connue qui disait, moi je dis pas à mes équipes de maximiser le profit. Je leur dis de maximiser la qualité des produits et la reconnaissance des marques. Et le profit est la résultante de ça. Donc là, les sujets, c'est pas de savoir si on va être croissant ou décroissant. Le sujet, c'est d'investir dans la transition écologique, c'est d'avoir des entreprises qui jouent le jeu de la réduction des inégalités, du partage de la valeur, etc. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Comment ça va se conduire sur la somme des valeurs ajoutées individuelles qui font le PIB? C'est un gros point d'interrogation. Mais quelque part, on sait aussi que l'équation va devenir plus compliquée, puisque à long terme, il n'y aura pas de PIB florissant avec une économie à 4 degrés quelque part. Donc,
cette idée, le court terme, on maximise, et c'est ça qui maximise le long terme, est fausse. Et donc, si on veut maximiser la croissance de long terme, de toute façon, il faut traiter ces sujets d'impact environnementaux et sociaux. Très bien. Désolé, pour répondre court à cette question, c'était un peu... C'était une question effectivement que l'on a eue. Mais en tous les cas, merci. Eh bien, on va passer, nous, à notre propre conclusion de cette émission. Donc effectivement, c'est la fin de cette émission des perspectives à mi-année 2023 de Natixis Investment Managers. Donc en tous les cas, merci de nous avoir suivis, d'avoir également participé. Vous avez été nombreux à vous connecter, donc ça c'est parfait. Je remercie évidemment tous les intervenants ici autour de cette table. Merci beaucoup messieurs d'avoir été présents une nouvelle fois et pour ceux qui sont venus. En tous les cas, vous allez retrouver l'intégralité de ces échanges, mais également complétés de différents modules éclairant sur tous les sujets que l'on a abordés aujourd'hui sur le site Mon Épargne et Moi. Donc ça va être très très bientôt mis à disposition. En tous les cas, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site pour toutes les informations. Donc il y aura également le replay. En tous les cas, je vous dis une nouvelle fois merci et je vous dis surtout à très bientôt.